Bonjour Jacques Weber, immense Bonjour. comédien qu'on est toujours tellement heureux d'accueillir. Paris-Beyrouth, c'est au Cherche-Midi, c'est un récit absolument incroyable. On va en parler dans quelques instants, Ouais. Jacques Weber, parce que ça vous ramène, vous aviez quoi, 33 ans, vous partez Ça me à ramène, Beyrouth. oui, un bout de Beyrouth temps. est en guerre, voilà, aujourd'hui, c'est pas la guerre, enfin si, on dit que c'est la guerre, c'est le Covid. Les amis que j'ai... Ah non, oui, vous parlez Oui. du Covid, ça c'est encore autre chose. Non, c'est tout à fait dramatique et préoccupant. Et je pense que ce qui touche le plus les gens, au-delà même de la privation des choses qui font notre nature humaine, c'est-à-dire l'embrassade, l'accolade, la convivialité, le bistrot, le théâtre, enfin la culture en général, ce qui nous préoccupe beaucoup, c'est qu'on ne comprend pas bien. On ne comprend pas bien les dispositions qui sont prises, on ne comprend pas bien comment ça fonctionne, chacun a sa petite histoire, chacun a son avis. C'est ça qui est le plus difficile à admettre. Moi, je crois en tout cas une chose. La première urgence, c'est de comprendre que dans toute l'histoire de la médecine, les vaccins ont sauvé des millions de gens. Et même si le vaccin n'est pas totalement au point, ce qui m'étonnerait beaucoup, parce que les sécurités que l'on fait pour mettre un vaccin sur le marché sont absolument considérables. Il faut prendre le risque prendre le risque. Il est infime, le risque. Il est de, je sais pas, 0,00, mais il faut que tout le monde se vaccine. C'est le premier élément. Alors après, il y a des éléments dont on n'a pas tous les éléments. Moi, lorsque je commence à rouspéter, je me dis, mais enfin, ce que je dis comme ça d'évidence, les gens qui prennent les décisions sont pas totalement imbéciles. Ils sont sans doute ralentis par une gestion administrative un peu problématique, qu'on le sait en France, mais ils sont pas les imbéciles. Oui. Mais c'est vrai qu'il y a des choses qu'on comprend pas. Le stop and go, en plus, est totalement insupportable pour les théâtres. C'est-à-dire arrêter les théâtres, reprendre des représentations, c'est pas possible. En plus, tout le monde sait, depuis que ça s'est fait, tout le monde sait que nous n'avons jamais été un foyer infectieux. Moi, je serais pour, à ce moment-là, une chose plus radicale. Dit, on fait tous un effort considérable à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais, je pense, être corporatiste. Lorsqu'on prend une décision sur le plan de la culture ou sur le plan... Tout doit être pris en compte et réfléchi. Or, je crois que c'est ce qui manque en ce moment. En ce moment, chaque décision tente de faire plaisir à chaque secteur. Oui. Et c'est ça qui est très, très grave. Mais moi, à Broadway, par exemple, ils ont dit, allez, hop, on arrête un an. Boum, c'est très brutal, c'est extraordinairement Oui, là, violent. ça fait presque un Non, an. moi, En France, pratiquement au moins, arrêté. on sait en quoi s'en tenir. Mais là, nous, le pire, et moi, je le dis, j'ai pris la décision avec mes employeurs. Il s'agissait de jouer le Roi Lear, là, au mois de mars, et on a annulé pour le reprendre en septembre. Pourquoi ? Parce que je sais par les sources médicales, parce que, par pas mal de sources, qu'il y a très forte chance qu'il y ait une troisième vague, il y a très forte chance qu'il y ait reconfinement, il y a très forte chance qu'on se dise, allez, on joue, et puis d'un seul coup, on nous dit, non, on joue plus. Ou alors les couvre-feux, c'est bien beau, mais qui peut aller, si vous faites un couvre-feu à 18h, vous allez demander des gens d'aller au théâtre à 15h. Oui. De toute façon, le couvre-feu est à 20h, à Paris, les théâtres sont fermés. Bon. Et puis, il faut quand même prendre très attention au théâtre. Je parle du théâtre, je ne parle pas du spectacle vivant. Spectacle vivant, il y a à peu près 50% de la population qui est en relation avec le spectacle vivant. Mais c'est 1% les gens qui vont au théâtre. Vous vous rendez compte ? Et ce 1% est extrêmement important. Il fait partie de notre culture quotidienne. Ce 1%, d'un seul coup, on le ferme, on le bloque, il est interdit d'y aller. Ce que je disais, c'est montrer votre livre, Jacques Weber. Paris-Beyrouth, je dis vous avez 33 ans, mais à l'époque, on va reparler encore de ce livre, mais à l'époque, le Liban est en guerre, et pourtant, vous tournez des films et pourtant on vit. Aujourd'hui, on dit c'est la guerre contre le Covid, mais il n'y a plus de théâtre. Vous avez signé avec d'autres artistes en disant on veut se faire vacciner, Moi, j'ai dit tout de suite alors. Très honnêtement, je ne comprends même pas que la question se pose. La science, ce n'est pas une opinion. La science, certes, est inexacte, mais ça n'est pas une opinion. La science est en progrès, en mouvement perpétuel, mais on sait, l'histoire des vaccins, elle est là. En plus, les sécurités sont terriblement puissantes, sinon il y a des milliards, d'abord pour parfois des mauvaises raisons, pour des raisons économiques. Il y a des milliards qui tombent si le laboratoire qui met en place son vaccin se casse la figure, donc ils ne sont pas fous. Donc, et puis ces vaccins, non, on le sait désormais, s'ils sont en place, ils fonctionnent. Donc vous dites, il faut se vacciner, il faut réouvrir les salles. Quoi qu'il en soit, il faut vacciner, et quoi qu'il en soit... Vous êtes prêt à vous faire vacciner, Jacques Weber. Moi, dès demain. Alors moi, je suis sous contrôle médical pour d'autres raisons. Ils m'ont dit, écoutez, votre tour va venir, je les suis.
Moi, s'ils me disent demain, venez vous faire vacciner, je peux faire vacciner tout de suite. Mais alors, et le passeport vaccinal? Roselyne Bachelot, la ministre de la Culture, a dit qu'elle était contre. C'est-à-dire, en fait, tester les spectateurs avant d'entrer dans les salles. D'abord, je tiens à dire que Roselyne Bachelot, elle est plutôt... il faut aussi dire quand même qu'on demande plein de choses à l'État, mais l'État a fait beaucoup de choses très ce que l'on appelle les mesures transversales, le chômage partiel, etc. Ça a été très solidement fait et proposé, particulièrement à la communauté des gens du spectacle. Mais enfin non, même pas particulièrement, puisque d'autres ont... Alors, mais sur le plan de la politique générale, il y a énormément de gens à qui on ne demande pas d'efforts, et là c'est un autre problème, c'est un problème de politique générale. En tout cas, on ne peut pas, nous, artistes, demander toujours à l'État. L'État, bon an, mal an, dans une politique qui est totalement contestable, en tout cas à mes yeux, a quand même fait relativement d'efforts. Et quant à Roselyne Bachelot, elle est redevable par rapport à elle a un gouvernement derrière elle, il y a un chef d'État derrière elle. Si on lui donne pas elle a eu les moyens, elle avait demandé 300 quelques millions d'euros, je me souviens au début, elle les a eus, elle les a obtenus, bravo à elle. Elle est en concertation permanente avec les gens du spectacle, c'est tout à fait formidable. Mais il y a une chose sur laquelle je m'interroge, c'est qu'elle nous dit, eh bien on est en train de réfléchir, ça fait des mois qu'on nous dit, on réfléchit. Alors elle a bien démontré hier, j'ai écouté attentivement, la complexité extrême qu'il y a à gérer entre un petit théâtre, un moyen théâtre, un grand théâtre, le spectacle vivant. Tout ça est d'une complexité effroyable, les demandes ne sont pas les mêmes et les obligations ne sont pas les mêmes. Mais il n'en est pas moins vrai que je pense qu'il faudrait qu'il y ait une volonté politique qui indique que oui, la culture est un élément essentiel, fondateur de notre société, qui a été dit jusqu'ici, de notre, parce que c'était considéré État. Comme non essentiel. Justement, ça c'est une erreur absolument dramatique, voire quasiment... Mais vous savez, ce qui est terrible, c'est que beaucoup de choses nous indique que c'est pas essentiel. On a rouvert sans problème les supermarchés. On a immédiatement, carrément redonné de l'argent aux automobiles, à l'aviation. Vous savez que le spectacle emploie plus de gens que l'industrie automobile. Plus de 700 000 personnes. Donc il y a tout ça qui est à discuter. Alors moi, je n'ai pas suffisamment de compétences pour aller au-delà. Je respecte tout à fait la personnalité de Roselyne Bachelot, son énergie, sa bonne humeur, qui est pas négligeable en ce moment. Je sais qu'elle est au service d'un État qui, à mon avis, est le contraire de ce que je peux attendre d'une société fraternelle, égalitaire et qui respecte la liberté d'autrui. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que plus la misère s'accroît, ce qui est en train de se passer, plus la pauvreté grandit, ce qui est en train de se passer, plus la richesse se resserre et devient de plus en plus en hauteur, monstrueusement importante pour pas mal de grandes fortunes. Qu'est-ce qui se passe? La liberté, et on ne peut plus être libre. Si on est pauvre, on n'est pas libre. Donc vous voyez que ce fameux chose de nos frontons républicains, pour l'instant, c'est un peu pipeau & co, et je pense qu'il y a un combat à mener. Il y a un combat à mener immédiat sur le terrain de l'ouverture de notre outil de travail, pour ce qui me concerne, puisque vous me posez à moi la question. Et puis il y a un combat à mener, toujours à mener, en tant que citoyen, et aussi en tant que terrien, puisque comme vous le savez maintenant, je crois que c'est ce qui d'ailleurs touche le plus les jeunes gens, c'est le problème que la maison brûle, ça a été dit il y a 30 ans et que rien n'a été fait. Voilà. Oui. Paris-Beyrouth, 33 ans. On est loin de Paris-Beyrouth, là. Oui, mais je faisais le rapport, parce que c'est vrai. Alors, vous savez... Vous partez à ce moment-là, vous jouez Cyrano à Paris, Théâtre Mogador, on vous propose d'aller tourner un film, vous êtes libre pour le faire au Liban, sauf que le Liban est en guerre. Et là, vous allez y aller, et vous le racontez dans ce livre, qui est absolument incroyable, parce qu'au fond, c'est un livre qui raconte la passion d'un jeune artiste, qui veut quand même affronter, peut-être au péril de sa vie, cette soif qu'il peut avoir... J'allais presque dire, de jouer dans un pays en guerre, ce qui est quelque chose d'absolument incroyable. Oui, alors ce qui est tout à fait troublant et ce que j'essaie d'exprimer humblement, c'est que je me retrouve à la fin d'une exploitation de Cyrano. J'ai fait du succès, mais en même temps, je me suis bousillé la voix. C'est-à-dire, ni plus ni moins, le syndrome de la danseuse qui se brise les jambes. Je suis un peu désespéré, je suis mal dans ma peau, tout va mal, sauf que j'ai un enfant d'1 an et demi, que c'est quand même le grand bonheur d'une vie. Et je partage un amour phénoménal que je continue de partager avec mon épouse maintenant. Et à ce moment-là, quelqu'un me dit « partez à Beyrouth ». Sur le coup, je me dis « c'est une évasion qui m'est permise. Je vais me dénombriliser ».
Je sais, pour moi, Beyrouth, ça évoque la guerre des grands hôtels, Sabra Shatila, ça évoque des drames absolument effrayants. Mais la metteur en scène me dit non, me rassure absolument. Nous sommes dans une période de paix, tout va bien. Et cet engagement de sa part, ce petit mensonge dont je ne lui tiens pas du tout rigueur d'ailleurs, fait que j'y vais. Parce que croyez-moi, si je ne vais pas jouer les courageux et les fiers à bras, et moi je pars à l'aventure, non. Si j'avais su exactement ce qui m'attendait, à savoir par exemple un pistolet tenu par un gamin de 16 ans sur ma tempe, la Kalachnikov entre les seins de ma femme, dès le premier soir, jamais je ne serais allé risquer ma vie et celle de ma femme en laissant un enfant d'1 an et demi à Paris pour un film. Ça, c'est pour moi, ça serait même scandaleux, je le pense. Oui. Simplement, j'étais rassuré, j'ai fait confiance, et puis c'est vrai qu'il y avait quelque chose de l'ordre de l'aventure, et puis l'Orient désert, et puis Beyrouth, qui est une ville qui a une magie, qui a un mystère. Tout ça apparaît dans votre texte. Et j'arrive et je me retrouve confronté à cette chose totalement contradictoire. Le goût immodéré de cette suavité de Beyrouth, du Liban, de ses couleurs, de ses saveurs. Et en même temps, très fasciné par le retour à l'envie, à la joie de vivre que la guerre provoque. Ça, c'est quelque chose d'absolument inouï. C'est-à-dire, plus vous risquez votre vie, plus, excusez-moi l'expression, vous bandez pour à tout moment, à tout instant, lorsque la vie se représente. Ça, c'est quelque chose de tout à fait... Alors, en plus, c'était une période tout à fait étonnante, et c'est ce qui m'a... c'est ce que j'espère m'a inspiré quelque chose de romanesque, enfin de l'écriture, c'est que la guerre là-bas n'était pas visible. Elle arrivait par surprise, comme une canne de tout. Tac, de temps en temps, elle revenait. Elle n'était pas là, on la voyait pas. C'était pas une guerre de tranchées. Et ça, il n'y a rien de pire que ça, la guerre comme ça, frauduleuse, insinueuse, qui est là, qui circule dans les rues. Circule dans les rues, en même temps, et la vie plus forte que tout, la vie plus forte que la bise, que tout, et la guerre. Et ça, c'est quelque chose qui m'a totalement embarqué, bouleversé, qui, je crois, a marqué mon existence. Ce que je peux vous dire, c'est qu'à l'heure actuelle, Beyrouth, que l'on oublie à cause du Covid, tous les amis qui sont là-bas me disent que c'est encore plus dramatique. Pas d'ailleurs, même avant l'accident qu'il y a eu sur le port, c'est encore plus dramatique qu'à la guerre, parce que là, il y a une catastrophe économique qui fait que le pays risque tout simplement de ne plus exister. Il est en tenaille sur le plan géopolitique, et puis il n'y a plus un sou. Il y a des jours où ils n'ont pas de quoi manger. Voilà. Alors la jeunesse se rebelle et se met ensemble, et ça, c'est plutôt un bel espoir. Ce qui est fou dans ce livre, Jacques Weber, c'est que c'est à la fois un cri d'amour pour ce pays, mais aussi pour le théâtre. Parce qu'au fond, les deux se rencontrent. Vous dites, le théâtre est un mélange de guerre, de partage, de conquête pour de faux, de frousse, et de bandaison pour de vrai. Oui, c'est vrai. Et au fond, vous découvrez quelque part, dans ce jeu entre la vie et la mort, ce que votre art, combien votre art est important, combien jouer est important. Oui, alors j'ai envie de vous dire que quelle est la phrase? Celui qui veut faire l'ange fait la bête. C'est-à-dire que plus j'ai envie de dire je retrouve l'importance de mon boulot en voyant l'éphémérité, la folle légèreté, je dirais presque parfois l'absurdité. Oui. Et quand on parle de l'inutile ou de l'utile au théâtre, c'est tout à fait foudroyant et passionnant, cette question. Au fond, est-ce que nous n'avons pas un besoin fou de l'inutilité? C'est peut-être ça aussi, l'art de vivre. Oui. C'est se débarrasser du concept de l'utile, du concept du message. Rien n'est utile parce que tout constitue quelque chose. C'est ça que j'ai envie de dire. Alors, il y a ça, et puis il y a aussi l'amour pour ma femme. C'est extraordinairement important, ce chant, je crois. Enfin, et j'ai pas voulu l'écrire, il est sorti malgré moi. Mais si elle n'est pas là, je suis pas là. Hein. Si elle n'est pas là, je me tire tout de suite. Oui. Je me tire tout de suite parce que j'ai peur. Parce que je suis comme tout le monde. Je suis un petit bonhomme qui a la trouille quand il risque de crever, quoi. C'est tout simple.
Voilà. Et c'est vrai que le film, d'ailleurs, si vous l'avez remarqué, dans le livre, passe un peu derrière le récit. Oui. Et parce D'ailleurs, que... vous dites carrément, c'est Oui. un jouet pour oisifs. Oui, mais Vous oui. parlez du film. Oui, mais dites au fond, à un moment donné, je deviens étranger au film savez, que je tourne. En ce moment, j'entends beaucoup les artistes, les artistes et les artistes et les artistes. Le mot est très grand. Le mot est très grand. Nous faisons d'abord un métier qui est intégré à la société. Enfin, nous sommes des citoyens, des artisans. Et comme le disait très justement Truffaut, le cinéma, oui, c'est une industrie et parfois un art. Voilà. Et je pense qu'il faut vraiment s'en tenir à cette humilité. L'art, voilà, comme disait, je ne sais plus qui disait, le talent fait ce qu'il veut, le génie ce qu'il peut. Oui. Et disons que moi, je me demande si je suis encore à faire ce que je veux. Voilà. Oui, mais si on dit tout ça est éphémère, tout ça n'est pas forcément essentiel, tout ça n'est pas forcément vital, mais ça, au fond... c'est nous qui le disons à l'intérieur de l'action. Oui, mais en vérité, on ne peut pas s'en passer. Ouais, non. On le voit aujourd'hui. Combien le théâtre nous manque, combien le cinéma manque, combien voir un acteur sur une scène, c'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure. Je l'ai peut-être dit maladroitement, mais je pense qu'on se rend compte à quel point ce qui nous semble parfois inutile et dérisoire est au contraire fondamental et fraternel. Je prends un exemple. Tous les matins, j'allais au bistrot prendre mon café et mon petit croissant en planque parce que ma femme ne veut pas que je prenne de croissant pour manger. Bon, et j'étais là avec... Il y a Dassault chez moi, vous savez, il y a tout Dassault. Alors, il y avait des ingénieurs, des ouvriers, des peintres, et tous les gars qui venaient prendre, et puis les mamans qui venaient emmener leurs gamins. Bon, bref. Et il y avait là une discussion totalement, mais j'ai entendu les pires conneries sur le PSG, le football, la politique, le Covid, tout est mélangé. Mais la vie est là, et j'ai croisé des gens, des discours et des émotions que je n'aurais jamais rencontrées ailleurs. Donc oui, ça, et pourtant... Qu'est-ce que tu fous au bistrot? Tu fous rien? Ben si, c'est là où la vie aussi se fait. Donc là, j'ai presque dit la reconquête du temps perdu. Hein, et on sait très bien, c'est pas moi qui l'ai inventé, que c'est sans doute le temps perdu qui est sans doute le plus important lorsqu'on tente de le retrouver. Eh ben oui, c'est une des choses qui me préoccupe beaucoup. Oui. Parce que la vie est un théâtre, au fond. Alors ça, c'est encore un autre domaine. Et vous savez, ce qui est merveilleux... On pourrait parler du malade imaginaire en ce moment. Oui, on pourrait parler de plein de pièces. Oui, vous savez, ce qui est fou, c'est que Molière, contrairement à ce qu'on pense, avait pour ami un médecin qui était Mauvillain. Et Molière dit... je ne crois pas à la médecine parce que les ressorts de notre machine sont des mystères, mais il rajoute jusqu'ici où l'homme n'y voit goutte. Mais il dit bien jusqu'ici. Et là, il y a quelque chose encore de génial dans Molière. Mais ça, c'est encore un autre débat. Donc, pour comprendre la Covid, il faut lire Molière. Voilà, par exemple. Et en tous les cas, Jacques Weber, c'est un bonheur. Moi, je vous dis vraiment Paris-Beyrouth, c'est un livre touchant. Beaucoup de vous dans ce livre. Oui, je pense que lorsqu'un livre, enfin j'espère, en tout cas à mes yeux, je l'ai réussi. Ça ne veut pas dire que c'est un grand livre, mais à mes yeux, je suis heureux de ce qui s'est fait. Il y a souvent une énorme part de soi-même. C'est lorsqu'on est au plus près de soi-même que le livre devient assez fort, même s'il n'est pas autobiographique, bien évidemment. Merci. Jacques Weber était notre invité aujourd'hui sur TV5. Merci Jacques.